C'est l'un des arguments principaux des partisans du Rassemblement national, on n'a jamais essayé. Ce qu'ils oublient bien souvent de dire, c'est que l'extrême droite, si, on a déjà essayé, à échelle municipale, dans de nombreux territoires en France. Depuis des années, le parti a pris les rênes de plusieurs villes et la manière dont elles sont gérées disent beaucoup de la façon dont le Rassemblement national entend gouverner. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un exemple qui a fait l'objet d'une grande controverse, le cas de Fréjus. Son maire, David Rachline, a été mis en cause dans un livre choc de la journaliste Camille Vigogne-Lecoître, qui, après plusieurs années d'enquête, a publié Les Rapaces, où elle décrit minutieusement une véritable mafia. Le maire de Fréjus est impliqué dans des affaires de corruption et l'histoire est digne d'un des grands films sur la mafia italienne. Avec ses mystérieuses liasses de billets qui financent des montres de luxe ou des soirées VIP avec Jordan Bardella, le meilleur ami de Marine Le Pen est bien loin de la gestion exemplaire dont il se fait le promoteur. La journaliste explique comment David Rachline a signé toujours plus de contrats avec un entrepreneur tout-puissant, noyant sa ville sous le béton et les passe-droits. Voilà l'homme dont Marine Le Pen a fait son directeur de campagne présidentielle et le vice-président de son parti. Et le Rassemblement national n'a vraiment, mais alors vraiment pas, apprécié que cette journaliste réalise une enquête. Une journaliste, comme vous dites, Camille Vigogne, qui est journaliste au journal L'Obs. Je ne sais pas ce qu'elle est hostile ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a mené une enquête. La journaliste que vous citez est une adversaire politique. Elle a le droit d'avoir des options politiques. Elle nous est très hostile depuis toujours. On en parle tout de suite dans ce nouvel entretien pour Blast. Camille Vigogne-Lecoître, bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter au Nouvel Obs. Vous avez enquêté pendant 2 ans sur Fréjus, sur le Rassemblement national, puisque le parti y dirige la mairie. Votre livre, Les Rapaces, a révélé les coulisses d'une véritable mafia et a eu des conséquences retentissantes. Il a été salué par l'ensemble de la presse et il a notamment reçu le prix du livre du journalisme de l'année 2024. Alors ce livre, il est paru il y a un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, il est édité en poche aux éditions Proches, donc Les Rapaces. Et dans ce livre, vous revenez, on l'a dit en introduction, sur la manière dont la mairie de Fréjus est gérée par David Rachline. Et avant qu'on revienne sur le propos dont vous avez déjà parlé, et sur la petite nouveauté du jour aussi qui est judiciaire, j'aimerais qu'on revienne sur votre postface, qui est la fin du livre, qui est la réception de ce livre. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer à Blast régulièrement, c'est qu'enquêter sur l'extrême droite, ce n'est pas anodin. Ça a des conséquences, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Et alors, quand vous allez publier ce livre, ça va être une véritable déflagration. Ça va pas du tout plaire au cadre du Rassemblement national, qui s'en prennent à vous. Nommément. Donc, ce que vous expliquez, c'est par exemple que Sébastien Chenu vous traite de petite poubelle du journalisme, Jean-Philippe Tanguy de militante d'extrême gauche, Jordan Bardella va jusqu'à insinuer que le titre choisi, Les Rapaces, ce serait un titre antisémite. Interrogé par une équipe de quotidien, l'adjoint aux finances de la ville de Fréjus, Gilles Longo, va déclarer ne pas croire un livre bâti selon certaines sources anonymes. Pour appuyer son propos, il va déclarer à 3 reprises devant les caméras de Quotidien en 2023, selon certaines sources, Madame Vigogne organise des parties fines parisiennes tous les vendredis soirs avec tout le gratin parisien des gens d'extrême gauche. C'est la partouze parisienne. Non mais, je le dis, je commence par ça parce que vraiment, je pense que c'est important de comprendre le niveau de violence verbale dont ils sont capables. Vous allez même expliquer recevoir un SMS du numéro 2 de la police municipale de Fréjus, Teddy Mameri, qui vous envoie pauvre merde, voilà, un lundi soir. Sur Internet, alors là, évidemment, les réseaux sociaux, les insultes pleuvent, vous expliquez salope, poufias, collabo, pute parisienne, les menaces aussi. On t'attend dans le Var, présenter ton torchon, tu vas être reçu, balancer son adresse, lance des internautes, c'est ça que vous retranscrivez. Et vous rappelez dans cette postface que le fait d'être une femme est une forme de circonstance aggravante, puisqu'en fait, l'essentiel des insultes qui vous sont adressées sont à caractère sexuel. On le voit même dans cette histoire de partie fine, qui vous sexualise en permanence. Donc il y a vraiment... alors vous citez d'autres insultes. Encore une fois, moi je pense qu'il ne faut pas les cacher. Grosse suceuse, on va te percer la chatte aux européennes. T'inquiète pas, on arrive au pouvoir. Journalope de merde. Comment... C'est poétique. Voilà, c'est... Voilà. Non, mais parce que c'est ça aussi, enquêter sur l'extrême droite, s'exprimer sur l'extrême droite aujourd'hui. Quelles conséquences est-ce que ça a eu sur votre vie et est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit aussi violent ?
Quand je vois la violence des réactions, notamment des cadres du Rassemblement national, je comprends que j'ai touché quelque chose qui était important pour eux. Fréjus, c'est pas n'importe quelle ville pour Marine Le Pen et ses proches. C'est la vitrine du Rassemblement national avant du Front national, la ville dans laquelle ils ont organisé toute leur rentrée politique pendant des années. C'était la plus grosse ville qui était gérée. Et Marine Le Pen, elle n'a pas de bilan, elle n'a pas de collectivité locale, elle n'a pas ni région ni département. Donc ces villes, c'est tout ce qu'elle a pour dire « Regardez, la gestion RN, ça marche ». C'était d'ailleurs son slogan lors des dernières municipales. Donc en écornant l'image de la vitrine, je touche à quelque chose de bien plus profond que la simple question de Fréjus. Et c'est là que l'enquête prend une dimension nationale. Et c'est ce qui explique la violence des réactions des cadres du Rassemblement national. Moi, je suis partagée quand je les reçois entre deux réactions. C'est vrai, il y a la stupéfaction face à la violence et au caractère direct et personnel des attaques. Mais en même temps, ça me rassure aussi parce que quelque part, quand on attaque le messager, on n'attaque pas le propos. Et à aucun moment, ces cadres cités ne vont aller sur le fond des révélations du livre, ne vont donner des explications sur le mode de vie de David Rachlin, sur ses excès, sur les propos racistes au sein de la mairie, sur l'endettement, ni vont s'exprimer sur la question importante des liens avec l'entrepreneur du BTP qui sont nourris par David Rachlin, sur l'argent liquide en circulation. Non, ça va se concentrer sur moi. Vous êtes d'extrême gauche, vous êtes une militante, vous êtes parisienne aussi. Alors, je suis pas plus parisienne qu'eux, mais voilà. Donc quelque part, d'un côté, évidemment, c'est violent. Quand on suit le Rassemblement national, comme c'était mon cas à l'époque, depuis plusieurs années, on est un peu habitué aussi, il faut le dire, à cette violence. Mais de l'autre, c'était aussi rassurant sur le sérieux de l'enquête. Ils n'avaient rien à dire sur le fond de l'enquête. Par ailleurs, moi, jusqu'ici, j'avais toujours fait le choix de taire ces messages. Alors là, ils ont pris une ampleur particulière après le livre, mais j'en avais déjà reçu évidemment beaucoup ces 5-6 dernières années. J'avais décidé de pas faire de publicité autour parce que je pensais qu'en faisant de la publicité sur ces messages, ça allait les encourager. Ça les encourageait, etc. Et que ça nourrissait aussi un cercle vicieux où finalement, on leur donne une raison de continuer alors qu'en disant rien, ça s'arrête. Je n'ai pas vraiment tranché si c'était la bonne ou la mauvaise solution, mais là, dans le cadre du livre, où je trouve ça important de revenir sur les conséquences que ça avait eues et d'être aussi assez honnête avec le lecteur en parlant de ce qui était arrivé me concernant, j'ai décidé de l'expliquer pour la première fois. Mais moi, ça me paraît très, très important parce que ça dit quand même quelque chose de ce mouvement politique. Cette violence-là, j'ai évoqué la violence des internautes, mais là, on parle d'accusations sexuelles de la part de cadres. Enfin, c'est quand même ça qui se passe aussi. C'est le fait qu'on vous attaque personnellement. C'est des personnalités publiques, c'est pas que des trucs anonymes sur Internet. Oui, bien sûr, ils vont citer nommément des journalistes pour le travail qu'ils ont fait à la télévision, à des heures de grandes écoutes, dans des grandes interviews politiques. Donc ça montre un sentiment d'impunité, ça montre un respect de la presse qui est plus que relatif. C'est pas nouveau à l'extrême droite, c'est quand même une formation politique qui a du mal avec la liberté de la presse, avec le fait qu'on puisse aller enquêter sur eux et sur l'arrière-cuisine de ce qu'ils voudraient nous présenter. Ça serait tellement plus simple et plus facile si on s'arrêtait pour eux à leurs discours qui, ces dernières années, se sont beaucoup aseptisés. Alors vous, ça fait des années que vous enquêtez justement sur l'extrême droite, sur plein d'aspects de cette formation politique. Pourquoi David Rachlin ? Pourquoi là, ça a attiré votre attention et vous a donné envie de poursuivre cette enquête sur 2 années quand même, on le rappelle ? C'était plutôt le fruit du hasard. Moi, j'étais rubricarde, ce qu'on appelle, c'est un mot vilain pour désigner ceux qui sont spécialistes dans un service politique d'un parti. Mon parti, c'était l'extrême droite, donc je suivais Marine Le Pen, Zemmour depuis plusieurs années. C'est vraiment par hasard où un jour une source me parle, c'est-à-dire quelqu'un qui gravite dans le parti de Marine Le Pen et qui me dit David Rachlin fait beaucoup la fête, il y a beaucoup d'argent liquide en circulation autour de lui. Je ne sais même pas s'il me parle de liquide, il me dit il y a beaucoup d'argent, il fait beaucoup la fête et ça pourrait être intéressant d'aller voir un peu ce qui s'y passe pour vous. Et donc je garde ça dans un coin de la tête. On est en pleine campagne de la dernière élection présidentielle. Je me dis pourquoi pas y aller à un moment et je commence à poser la question de Fréjus à tous mes interlocuteurs. À l'époque, je vois encore beaucoup de personnalités du Rassemblement national et à chaque fois, à la fin de notre entretien, je leur dis Fréjus, vous y êtes allé, Rachlin, il se comporte comment ? Il a quelle place aujourd'hui au sein du parti ? Et je commence à récolter ce que j'appelle les petites noisettes, c'est-à-dire plein de petits éléments qui tout seuls ne racontent rien, mais qui bout à bout peuvent former une histoire. Et très vite, j'en parle à mes chefs de service, en leur disant j'ai envie d'aller enquêter sur Fréjus. Je vais m'y rendre une première fois pendant une semaine et à l'époque, je vais très vite en fait découvrir l'ampleur
l'intérieur du système mis en place dans le Var. Et là, ça me dépasse complètement parce que jamais, en commençant cette enquête, je pense trouver ce que je vais raconter dans ce livre. Ce niveau de n'importe quoi, ces mondes, cet argent liquide, enfin voilà, tout ce que après sur lequel je travaillerai après pendant de longs mois. Et je vais faire un premier article dans l'Express et quand je rends cet article, il est publié, il a un petit écho, il embarrasse déjà beaucoup le Rassemblement national, etc. Mais je me dis, mais j'ai pas du tout écrit, quoi. Et je sais qu'il me reste plein de choses, j'ai plein de choses dans mes carnets. À l'époque, je peux pas tout prouver, mais je sais qu'en continuant à chercher, à collecter les preuves, il y a peut-être un moyen de faire quelque chose. Et quelques jours après l'apparition de l'article, je suis dans le bureau de mon éditeur Laurent Beccaria et je lui dis, je veux raconter cette histoire, c'est trop important ce qui s'y passe, ça raconte plein de choses. Et il m'a suivi, et on est parti dans cette aventure un peu folle. Donc on va venir un peu sur le fond du livre, c'est-à-dire qu'est-ce qui énerve autant les cadres du Rassemblement national. Et votre livre, il dresse plein de portraits. C'est-à-dire qu'on comprend un peu qui sont les personnages qui animent cette mairie ou qui ont des relations avec la mairie de Fréjus. Et donc, le personnage principal, évidemment, c'est David Rachline, dont il faut comprendre un petit peu le parcours de vie. Vous allez peut-être nous le raconter. Il est né à Saint-Raphaël. C'est le fils d'un homme d'origine juive ukrainienne. Je pense qu'on peut quand même le préciser parce que c'est quand même... Et lecteur de Jospin, lecteur du Nouvel Obs, comme quoi. Donc qui va prendre une trajectoire quand même assez inattendue. Lui, il a grandi à Fréjus et il adhère au Front National extrêmement tôt. Il a 15 ans en 2002 et il va prendre un peu plus tard, quelques années plus tard, la tête du Front National de la jeunesse en 2009. En 2014, il est élu maire de Fréjus, devenant le plus jeune maire d'une ville de cette importance, dirigée par le Front National donc. Et la même année, il est aussi élu sénateur du Var, mais il va démissionner en 2017 en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Aujourd'hui, c'est un proche de Marine Le Pen. Il occupe des postes stratégiques au sein du parti, notamment en tant que directeur de campagne lors de l'élection présidentielle de 2017 et vice-président du Rassemblement national. Comment est-ce que vous le décririez, psychologiquement presque, David Rachline ? David Rachline, c'est un apparatchik. C'est la figure type du jeune ambitieux qui va rentrer très très tôt, vous l'avez dit, à l'adolescence et qui va trouver au sein du Front National de l'époque et auprès de Jean-Marie Le Pen, dont il est hyper fan, la figure d'un père de substitution. Le FN va devenir sa famille de substitution. En interne, il a toutes les caractéristiques du jeune ambitieux qui vit pour et par la politique. Il va gravir très vite les échelons et se mettre assez vite dans la roue de Marine Le Pen. Il va notamment l'aider à conquérir le parti. Il va aussi aider ceux qui sont impliqués à Hénin-Beaumont dans la campagne des municipales, etc. Donc, il va très vite faire partie des proches, des intimes de Marine Le Pen. C'est quelqu'un qui est très fidèle à Marine Le Pen, qui a su aussi avec une certaine plasticité, épouser les différents courants idéologiques qu'il y a eu au sein du Front National devenu Rassemblement National. Il a été soralien. Ça a été un des admirateurs d'Alain Soral. Il a même participé au rapprochement d'Alain Soral, qui à un moment est entré dans les instances du Front National. Il a fait partie des artisans de ce rapprochement-là. Donc il n'a pas juste admiré, regardé ses vidéos. Il a vraiment été proche d'Alain Soral. Ensuite, il a été proche de Florian Philippot. Quand Florian Philippot est parti, il ne l'a pas suivi. Il est resté auprès de Marine Le Pen. Il a cette faculté de peu en dire, de s'adapter. Certains appellent ça de l'arrivisme au sein du parti. En tout cas, il a un sens politique qui est quand même assez présent. Et surtout, c'est un fidèle parmi les fidèles. Il sera présenté pendant la dernière campagne présidentielle par Marine Le Pen comme son meilleur ami sur le plateau de Cyril Hanouna, dans une grande émission de télé qu'elle avait faite à ce moment-là. Et c'est surtout un des très très proches de Jordan Bardella qui rapidement va trouver dans Fréjus l'occasion pour lui de lâcher prise, de faire beaucoup la fête avec David Rachline, de fréquenter les établissements de plage privés comme il y en a beaucoup dans ce département, dans le Golfe près de Saint-Tropez, etc. Ils vont passer beaucoup de soirées là-bas. Donc, c'est vraiment un homme qui est au cœur de la machine. Et même si on le voit beaucoup moins depuis la sortie de mon livre, il est toujours vice-président du Rassemblement national, ce qui lui donne le rang de numéro 2 ou numéro 3 du parti aujourd'hui encore. Oui, donc c'est quelqu'un qui est absolument central, pas qu'à Fréjus. C'est-à-dire qu'il va vraiment avoir un impact national, un impact sur le Rassemblement national. Est-ce que pour vous, c'est quelqu'un qui adhère à fond réellement aux idées du Rassemblement national et du Front national même à l'époque, ou est-ce que c'est vraiment plus qui serait un carriériste qui veut juste grimper les échelons et avoir une forme de pouvoir ?
Ah non, on peut dire qu'il est en adéquation complète avec les idées du Front National, Rassemblement National. Il a même organisé récemment une messe à Fréjus en hommage à Jean-Marie Le Pen après celle de Paris, avec les fidèles, parmi les fidèles qui se sont retrouvés dans la cathédrale de Fréjus. Non, c'est un historique du FN qui est complètement aligné là-dedans. D'ailleurs, il reniera 8 personnes, c'est-à-dire qu'il restera fidèle à Jean-Marie Le Pen. Il reste extrêmement proche de ce qu'on appelle les Gudards, c'est-à-dire les anciens dirigeants du GUD, le groupe Union Défense, un groupuscule violent dont les membres, en vieillissant, ont pris beaucoup de poids comme prestataires du parti et qui, parce que ce sont les vieux amis de Marine Le Pen. Il est très proche de Frédéric Chatillon, qui lui aussi vient à Fréjus et à Saint-Raphaël pour des vacances. Il passe des virées en bateau. Il va souvent à Rome le voir. Non, c'est pas du tout quelqu'un qui s'est retrouvé au Front National par hasard. Il y est il y rentre parce qu'il partage leurs valeurs. Très vite, il les fait siennes. Ensuite, au niveau local, c'est quelqu'un qui va savoir s'adapter et faire campagne sur autre chose que l'immigration. En l'occurrence, la fin de la bétonisation massive du département et la lutte contre le système clanique ou mafieux qui préexistait dans le département. On va y venir justement. Là, on a parlé donc de David Rachlin pour qu'on se rende compte un peu de qui c'est. Et alors, il y a un autre personnage très important, c'est Alexandre Barbero. Vous avez commencé à parler de bétonisation, on va parler de BTP aujourd'hui dans la région justement de Fréjus-Saint-Raphaël. C'est vraiment ça qui lui est reproché beaucoup dans votre livre. C'est les liens entre David Rachlin et Alexandre Barbero. Qui est cette personne ? Alors, Alexandre Barbero, c'est un homme que je vais découvrir très vite. Dès mon premier voyage à Fréjus, on va me dire « Mais cet homme est plus puissant que le maire. Vous savez pas, ici, il a tout. La grosse boîte de BTP, mais aussi une sorte de grand domaine viticole avec un hôtel très chic. Il a aussi un hôtel à Saint-Raphaël sur la plage. Il a un restaurant de plage. » Enfin, je découvre un homme où rapidement, on me dit qu'il a des contacts très étroits avec le maire et une position quasi hégémonique à la fois sur tous les chantiers du BTP de l'Est Var. Alors, ça va sur les chantiers publics où il est extrêmement présent. C'est une prédominance très forte qui avait déjà été soulignée par la Cour régionale des comptes dans un rapport qui couvrait le début du mandat de Rachlin et aussi le mandat de son prédécesseur. Et c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement présent sur tous les chantiers privés. Et il faut savoir qu'à Fréjus, ça construit énormément. Pourquoi ? Parce que David Rachlin, pour désendetter la ville, ou en tout cas limiter la course à l'endettement par la suite, va vendre des terrains municipaux. Très vite, il va vendre beaucoup de terrains. Et ces terrains, ils sont achetés par qui ? Par des promoteurs qui construisent. Et ces promoteurs, ils ont toujours besoin d'acheter le béton à quelqu'un. La centrale béton est possédée par Alexandre Barbero, de camions, d'outils, de faire des raccordements, les fameuses VRD qui sont aussi faites par Alexandre Barbero. Bref, on retrouve cet entrepreneur absolument partout. Je vais comprendre qu'il est central, je vais enquêter sur lui, sa relation avec David Rachlin. Ce qui est très bizarre, c'est que David Rachlin me dit « mais pas du tout, il est aussi président du club de foot ». Donc il dit « je le vois juste pour parler de foot une fois de temps en temps, il n'a pas plus de contrat que le plombier de la mairie ». Bon, je m'apercevrai très vite qu'il a beaucoup plus de contrats que le plombier de la mairie. Et donc, c'est vraiment aussi autour de leur relation que va se nourrir mon enquête. D'autant plus que je m'aperçois, parce que j'ai beaucoup de témoignages en ce sens, rapidement que David Rachlin a un niveau de vie qui n'est pas en relation directe avec ces émoluments de maire, et si on rajoute les quelques trucs autour, les présidences de sociétés mixtes, les mandats qui viennent autour. Il gagne 8 000 € par mois, c'est un très bon niveau de vie, mais il dépense beaucoup d'argent. Et par ailleurs... Comment vous le voyez qu'il dépense autant d'argent ? Alors, il y a ce qu'on me raconte, puis il y a ce que je suis capable de chiffrer. J'ai de la chance, à ce moment-là de mon enquête, David Rachlin et ses proches font une erreur, c'est qu'ils publient énormément de choses sur leurs réseaux sociaux. Alors, c'est des réseaux sociaux qui, pour la plupart, sont privés, mais il y a toujours moyen d'avoir accès à ces réseaux, et je réussis à récupérer beaucoup de photos, de stories, de choses qui ont été postées par eux, parce que David Rachlin, il est surnommé l'arbre de Noël au Rassemblement national pour sa propension à dépenser de l'argent, mais surtout à le montrer, avec des vêtements très chers, des établissements très onéreux, etc. Donc moi, je vais suivre l'argent. Alors c'est pas facile, mais je vais, y compris dans des trucs qui paraissent très basiques. Je vois qu'il prend une bouteille de champagne dans tel établissement. Je vais appeler l'établissement en disant je voudrais réserver une table avec une bouteille de champagne. À quel prix est la bouteille de champagne ? Puis je note 600 € la bouteille, tant la table, etc. Et puis, mis bout à bout, je me rends compte que tout le monde a le droit de faire la fête, d'aimer les belles choses, d'aimer le luxe. C'est un choix particulier, qui est personnel. On peut trouver ça de bon ou de mauvais goût, mais c'est un choix personnel. En revanche, la question de la provenance de cet argent m'interpelle assez rapidement. D'autant plus que
Dans le même temps, je commence à recueillir des témoignages qui me disent que David Rachlin, il y a beaucoup d'argent liquide autour de lui. D'argent liquide, qu'il a beaucoup de liquide, qu'il peut donner des grosses coupures de billets à ses collaborateurs ou collaboratrices pour aller lui acheter une cartouche de cigarettes, qu'il fait de beaucoup plus gros achats, et je le découvrirai par la suite en liquide, des achats de bijoux, une montre en l'occurrence qui sera le début de... On y reviendra juste après. Et voilà, et à ce moment-là, je me dis, OK, il y a quelque chose qui cloche. On a une proximité avec un entrepreneur du BTP qui est avéré et une position hégémonique qui est pas normale dans un secteur qui normalement est concurrentiel, celui de la construction. Et par ailleurs, on a un élu qui vit au-dessus de ses moyens avec beaucoup d'argent liquide en circulation autour de lui. Je commence à tirer des fils et puis ça donnera cette histoire. Et vous, ce que vous expliquez, ce que vous suggérez, selon plusieurs sources, c'est qu'Alexandre Barbero soufflerait directement ces critères en amont des appels d'offres de l'agglomération ou des mairies concernées. Donc, c'est en fait ce que vous soupçonnez, c'est qu'ils aient discuté avant pour qu'ils puissent obtenir les marchés publics en question. En fait, moi, je suis pas une spécialiste des marchés publics à ce moment-là. Je vais interroger des dizaines de personnes, soit des spécialistes du secteur, soit des personnes qui ont été dans ces commissions, qui ont de près ou de loin, qui ont travaillé à la mairie de Fréjus. Je vais heureusement avoir beaucoup de sources en interne qui ont vu de près ce système et qui tous vont me dire, nous, on était dans ces commissions, on était dans ces appels d'offres qui, sur le papier, sont légaux, sont carrés, respectent toutes les procédures. C'est très, très encadré, hein. Mais il y a un souci, quoi. Il y a un souci, on n'arrive pas forcément à savoir où, à quel niveau de la procédure. Et ça va être une des difficultés, sachant qu'il y a plusieurs façons de biaiser des procédures. On peut jouer sur les critères. Et effectivement, j'ai des sources qui me diront que des réunions sont organisées en amont pour voir quels critères peuvent être mis, notamment des critères, des labels environnementaux, des critères de qualité que seule l'entreprise de Barbero va posséder dans le secteur. Ça va être aussi des contrats qui sont réellement moins chers que les concurrents, donc il gagne parce qu'il est plus concurrentiel, et qui finalement vont être modifiés par des avenants. Les avenants, ça repasse pas par une procédure d'appel d'offres, c'est directement voté à l'issue du conseil municipal dans laquelle David Rachlin a une très large majorité. Et finalement, avenant après avenant, on va avoir un chantier qui peut-être beaucoup plus cher in fine que ce qu'avait annoncé la concurrence. Donc il y a plusieurs façons comme ça d'influencer un appel d'offres. Et en tout cas, je constate assez vite que rien n'explique la position aussi importante, quasi hégémonique de cet entrepreneur, si ce n'est sa très grande proximité. À un moment de l'enquête, je vais jusqu'à récupérer les agendas de David Rachlin, plusieurs années, que j'épluche de façon compulsive, parce qu'en plus c'était au moment de rendre le livre et qu'il fallait... voilà, donc j'étais très contente de mettre la main dessus. Et je découvre que quasiment une fois par semaine, ou au moins plusieurs fois par mois, on a des journées entières de David Rachlin dans son agenda qui sont bloquées, avec 2 lettres, A, B, pour Alexandre Barbero. On a des déjeuners, on a des après-midi sur les bateaux, on a une présence, mais qui est extrêmement, extrêmement importante de cet entrepreneur dans l'agenda du maire. Et c'est les agendas officiels avec l'entête de la mairie, etc. Donc, je me rends compte qu'il y a un nœud et qu'il y a un souci dans leur relation, oui. Et alors, on va revenir justement sur cet épisode de la montre, parce que c'est peut-être je vais pas dire le climax, mais c'est un des moments forts du livre. C'est que vous vous rendez compte qu'il possède une montre, David Rachlin, qui vaut 15 000 €, si je me trompe pas, qui aurait été achetée par son chauffeur avec de l'argent liquide. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est la manière dont David Rachlin va réagir, parce qu'il va donner des versions contradictoires. Oui, et finalement, il va finir par reconnaître qu'il a demandé à son chauffeur... Au début, vous dites pas du tout. Il se trouve que j'ai une intuition au moment où cette enquête est vraiment au tout début pour l'Express. Je suis à une grande messe du Rassemblement national qui fait sa rentrée parlementaire au Cap d'Agde. Et j'ai un copain photographe, photojournaliste, à qui je lui demande « Mais tu veux pas me prendre en photo la montre de David Rachlin ?» C'est le moment où je commence à noter tout le temps comment il est habillé, etc. Et j'essaye de chiffrer un peu son mode de vie. Il me prend en photo cette montre et en fait, je mettrai beaucoup de mois à remonter le fil de sa montre, mais je vais découvrir qu'elle a été achetée dans une bijouterie, non pas au nom de David Rachlin, mais au nom de son chauffeur, en liquide. Et elle coûte 15 000 €. À l'époque, David Rachlin ne sait absolument pas que moi j'ai ces éléments-là, que j'ai pu vérifier auprès de la bijouterie, voilà. Et je sollicite un entretien avec lui dans son bureau. Et ça donne lieu à 1 heure d'échange
extrêmement tendu parce que je l'interroge sur tout ce qui ne va pas lui plaire ensuite dans cette enquête, évidemment. Le contradictoire, c'est important et c'est précieux. Et puis arrive le moment de la montre où je lui dis, voilà, je voulais vous poser des questions sur votre montre Hublot. Et là, il me dit à plusieurs reprises, j'ai pas de montre Hublot. Et moi, je le bloque, parce que je l'ai vu, j'ai les photos sur toutes les coutures de lui quelques semaines avant avec cette montre. Et je lui dis, mais je comprends pas. Il dit, non, j'ai pas de montre Hublot, j'ai une seule montre, j'ai une Rolex, mais j'ai pas de montre Hublot. Et je lui dis, mais je vois pas, je vous en portiez une au Cap d'Agde. Et là, il se bloque, il me dit, non, oui, enfin, peut-être qu'on me l'a prêté. Et je dis, ils sont sympas, vos copains, etc. Donc, et je le vois s'enferrer dans son mensonge. Et à ce moment-là, je sais que je tiens une histoire parce que il n'est pas possible qu'un élu achète en liquide une montre à 15 000 € déjà, alors que David Rachin, il n'a que des activités qui normalement sont déclarées. Et en plus, quand bien même il aurait eu cette somme inexpliquée quelque part chez lui parce que gagné au poker ou au casino, pourquoi la faire acheter par son chauffeur? Donc il y a vraiment quelque chose qui ne tient pas et son récit effectivement va évoluer tout au long de l'enquête. Il va finir par donner une dernière version juste avant la publication de mon livre en disant que c'est un héritage qui lui vient de son père décédé, sans donner d'ailleurs les raisons du pourquoi d'avoir utilisé un prête-nom. Et ce que je vais découvrir aussi au fil de l'enquête, c'est que la montre, c'est pas le seul objet qui a été acheté via des proches ou des amis. Il a aussi fait des cadeaux, par exemple, à son ancienne compagne, en passant par des prête-noms, et là aussi, qui règlent en liquide. Donc en fait, il a plein de choses qui coûtent très cher, qu'il achète avec du liquide. Donc tout ça est quand même effectivement extrêmement étrange. Ça, c'est une des parties de l'enquête. Mais ce que vous mettez en lumière, c'est vraiment un mode de fonctionnement totalement obscur, en fait, de manière générale, sur la gestion de la mairie. Il y a un autre aspect qui est que il y a par exemple des embauches à la mairie où ils favorisent des proches, ou encore il y a des logements sociaux qui sont donnés en priorité à des proches qui pourtant auraient les moyens de pas forcément être dans ces logements sociaux. Oui, je découvre en fait un fonctionnement. Alors là, on retombe sur quelque chose de plus classique au Rassemblement national que je connaissais un peu plus, c'est le fonctionnement clanique du parti. C'est-à-dire que David Rachin prend la mairie. Alors au départ, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires pour être sur sa liste, il y a, je sais plus, je dis de mémoire, mais 3 ou 4 couples au minimum sur sa liste au municipal. On a vraiment pris le frère de machin, la femme de bidule pour faire un homme et une femme, et parce qu'il n'y avait pas assez de volontaires. Ça, c'est dès le début. Et puis en fait, il va garder ce fonctionnement-là aussi parce qu'il préfère travailler avec des gens qui lui ont une fidélité totale, des gens qui n'ont que ça, qui vont forcément du coup être peut-être poser moins de questions, être plus facilement modelables au sein de son équipe municipale. Et donc il va avoir un fonctionnement extrêmement clanique avec des emplois notamment de complaisance. C'est pas des emplois fictifs pour la plupart, c'est des emplois de complaisance, donc qui vont être donnés à énormément de conjoints et de conjointes d'eux, notamment. Je fais la liste, puis à un moment, je me suis dit dans le livre, si je fais la liste de tout, j'en ai vraiment pour 25 pages, donc je pense que je les ai même pas tous mis dans le livre tellement ils sont nombreux. C'est vraiment une prime à l'appartenance du clan, et ça se vérifie aussi, c'est vrai, sur la question des logements sociaux, avec une adjointe au logement qui va pratiquer une politique assez particulière en termes d'attribution des logements, notamment en donnant par exemple à sa propre fille. Donc, c'est quand même vraiment le contraire de la probité qu'ils sont censés défendre, parce que eux, c'est ce qu'ils disent, qu'ils vont rompre avec les gestions un peu du tous pourris des politiques. Ouais, c'était vraiment la promesse de campagne de David Rachin. En fait, il faut avoir en tête, et puis si on veut être honnête, c'est important de le souligner, que les dérives au niveau de la commune, de l'agglomération, elles sont préexistantes à David Rachin. Donc lui, il récupère un système où ses prédécesseurs ont été condamnés pour différents motifs, mais enfin voilà, Élie Brun, sa probité a été largement entachée, c'est le prédécesseur de David Rachin, et donc il gagne sur la promesse de mettre fin à ce système-là qui prédécesseur. Il le fait pas très vite, en fait. Très vite, il va épouser les us et coutumes du département. Il arrive, il est très jeune, vous l'avez dit. Il est assez mal entouré aussi. Il va s'entourer de proches qui, comme lui, ont milité au Front National à 15-16 ans, qui ont fait peu d'études, qui n'ont pas du tout... Enfin, une collectivité de 53-54 000 habitants, c'est
beaucoup de compétences très spécifiques. C'est beaucoup d'agents, c'est énormément de réglementation. C'est pas quelque chose qu'on improvise, et il va pas s'entourer dans un premier temps, surtout sur le premier mandat, de personnes qui ont cette expérience autour de lui. Et je pense que ça explique en partie le fait que aussi vite il se retrouve à participer à un système. Et puis il y a aussi le plaisir d'en être. En fait, quand on suit l'extrême droite, il faut toujours avoir en tête que c'est des gens qui ont beaucoup souffert, pour la plupart, les élus, d'avoir été du mauvais côté du cordon sanitaire. Ils ont pour beaucoup intériorisé ça comme un rejet, en disant personne ne veut de nous, les notables ne nous invitent pas, on n'est pas conviés aux soirées du Rotary, et voilà. Il y a ce truc-là de revanche sociale qui est assez forte. Et donc je pense que ça raconte aussi quelque chose, une histoire de revanche sociale, de s'afficher à la table des entrepreneurs puissants, des notables locaux, que c'était finalement important aussi pour David Rachin une fois arrivé au pouvoir à Fréjus. Et un autre aspect du livre, vous avez commencé à l'évoquer, c'est l'endettement de la ville. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement où passe l'argent de la ville. Comment ça se passe, et quelles sont les répercussions sur les habitants, tout simplement, de Fréjus? Au début, quand David Rachin arrive, la ville est très endettée. C'est une de ses promesses de campagne, c'est d'assainir la situation budgétaire de la ville. Et il va procéder, alors non pas, on l'a dit, en coupant dans les dépenses et surtout dans les embauches, vu qu'il va embaucher beaucoup de proches de proches, mais en vendant des terrains municipaux. Il va avoir une politique de vente de ce qu'on appelle souvent en politique les bijoux de famille, quoi. C'est ce qui appartient à la ville. Alors, c'est pratique parce que ça fait rentrer très vite pas mal d'argent. Ça permet au tout début de son premier mandat d'amorcer une trajectoire de redressement budgétaire qui va être notée dans un rapport de la Cour régionale des comptes. Et puis très vite, malgré la vente des terrains municipaux qui va continuer, les dépenses vont être trop importantes, et donc cette trajectoire va repartir à la baisse. Et donc l'endettement va continuer à se creuser. Aujourd'hui, la ville de Fréjus, elle est légèrement plus endettée que quand il l'a récupérée. Mais elle a été bétonisée en chemin, quoi. Et en chemin, en fait, elle a énormément été bétonisée. Et il faut comprendre que c'est un truc qui a un impact énorme pour les habitants du Var. C'est que c'est un département qui est victime très régulièrement d'inondations monstrueuses, parfois meurtrières, qui ont traumatisé la population locale, et que ça fait des décennies qu'on est au courant et que les habitants savent que une des raisons des dégâts si importants de ces inondations, c'est la bétonisation massive. C'est le fait que les sols soient plus en état d'absorber les quantités d'eau trop importantes quand elles se déversent sur le département. Donc, évidemment que dans ce contexte-là, bétonner autant, livrer la ville aux entrepreneurs du BTP, il y a une part de cette politique-là qui est déjà en soi criminelle. Ce qu'on constate, c'est que, comme alors à d'autres endroits, mais en fait, le Rassemblement national ne va pas dans le sens de l'intérêt commun. Ça reste quand même, là, dans ce type de politique, n'est pas dans l'intérêt commun des habitants de Fréjus. Non, après, David Rachin est un élu, il s'est fait élire de façon démocratique sur un programme. Alors, effectivement, ses promesses de campagne de 2014 n'ont pas été tenues, mais il en a fait d'autres qui concernent la sécurité. Fréjus, c'est une ville avec une population qui est souvent âgée, qui vient chercher de la tranquillité, donc qui va être aussi très réceptive au discours sur la propreté de la ville, sur la présence très visible de la police municipale, etc. Donc là-dessus, lui, il va répondre en partie aux attentes de ses électeurs aussi. Et il faut bien avoir en tête que comme c'est pratique pour beaucoup préexister dans le département, moi, pour avoir beaucoup parlé avec des habitants, il y a un côté, mais ils sont tous comme ça. Finalement, il fait ce que faisaient les autres avant. Enfin, il y a une sorte de lassitude par rapport aux politiques, de désillusion qui a des conséquences démocratiques et extrêmement lourdes, parce que ça participe beaucoup aux désintérêts pour la politique, mais qui explique aussi que finalement, ça n'ait pas de conséquences pour le moment sur ses succès électoraux ou pas. Et donc là, ça pourrait continuer. Ça pourrait complètement continuer. Alors en politique, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et il faut jamais faire. Mais moi, je suis extrêmement prudente et mesurée sur les conséquences que peuvent avoir une enquête d'un point de vue électoral. En tant qu'électeur, l'histoire politique, elle est juste pleine d'élus qui ont eu des troubles avec la justice, y compris sur des histoires de corruption, et qui ont été réélus haut la main à chaque fois. Il ne faut pas du tout
confondre ce qui relève de la probité et ce qui relève de la loi et ce qui relève d'une campagne électorale politique et qui, on peut déplorer le fait que ce soit pas toujours lié, mais c'est rarement le cas. Alors, il y a plein d'autres aspects de votre livre qu'on va pas développer ici, parce qu'il faut l'acheter pour pouvoir lire l'enquête en entier. Moi, j'aimerais qu'on finisse, en fait, sur David Rachlin et sur sa personnalité, parce qu'il faudrait quand même rappeler que c'est quelqu'un qui est ambigu avec le nazisme. C'est ce qui n'est quand même pas anodin. C'est celui qui était connu pour avoir fait cette blague sur Hitler, dont on a une vidéo. Le premier jour... la manif des résistants. Bouh 9h30, 11h30, stop ou encore Mercedes, la voiture du Führer. La voiture du Führer. Est-ce que c'est monnaie courante dans la région et dans ce parti, ou est-ce que là, c'est quand même quelqu'un qui est particulièrement radical, finalement, du côté de ces idées-là au sein du Rassemblement national? Non, David Rachlin, il raconte... Tout le monde n'est pas comme David Rachlin au sein du Rassemblement national, mais David Rachlin, il raconte quand même aussi un hiatus extrêmement fort entre l'image, la vitrine présentable, lisse et mesurée que les dirigeants du Rassemblement national présentent sur les plateaux de télé et la réalité de ce qui est encore en partie l'arrière-cuisine du Rassemblement national. Au sein de la mairie, dans les proches de David Rachlin, il y a beaucoup de cadres et d'élus qui sont arrivés à l'époque de Jean-Marie Le Pen, en accord total avec ses propos, y compris ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation judiciaire. L'amitié de David Rachlin avec les anciens membres du GUD, notamment Frédéric Chatillon, qui, on le sait, ça a été documenté dans des très belles enquêtes, notamment de Mediapart, pratique un humour subversif à base de petits saluts nazis ou de références au dauphin, une blague privée pour faire référence à Adolf Hitler. David Rachlin, il partage cet humour-là. Moi, j'ai beaucoup de témoins qui m'ont raconté qu'un de ses très proches avait coutume à un moment de le saluer dans la mairie avec un petit hi en public et se faisait parfois gronder des yeux par David Rachlin quand c'était devant des témoins. Et quand je lui pose la question, parce que je l'ai aussi interrogé là-dessus, David Rachlin, en me disant voilà, on me dit qu'il y a des saluts nazis au sein de la mairie, qu'il y en a eu en tout cas pendant votre premier mandat avec telle personne, etc. Et il s'arrête. Il laisse passer quelques secondes et il me dit vous avez des photos? Donc ça raconte beaucoup. Ça raconte beaucoup aussi de ce qu'est encore ce parti et de la distance très grande qu'il y a entre la vitrine et l'appareil. Même si tout le monde n'est pas David Rachlin, évidemment, au sein du RN. Il y a un dernier élément qui dit, encore une fois, beaucoup de à quel point cette enquête a fait mal et a touché là où il fallait, enfin, où ça faisait mal. C'est que, vous l'avez dit, vous avez d'abord publié un article dans l'Express, qui est un début de l'enquête. Et vous racontez une anecdote que je trouve est assez parlante, où vous dites qu'en fait, il y a eu des militants RN qui sont allés dans les kiosques à Fréjus pour aller acheter tous les exemplaires pour que les habitants, justement, ne tombent pas dessus. Ce qui est délirant à l'heure d'Internet, par ailleurs. Parce que, c'est quand même une méconnaissance totale de comment vivent les articles. Mon article, il était disponible en ligne et en fait, tout le monde l'a trouvé très facilement à Fréjus. Il a fait le tour des habitants qui n'ont pas eu besoin d'aller l'acheter dans les kiosques. Puis nous, ça nous a fait des ventes. On était contents. On a réapprovisionné les kiosques 2 jours après. Donc, voilà. Mais effectivement, ça a raconté quelque chose sur l'embarras. Non, moi, ce que je retiens vraiment, c'est déjà la fierté d'aller raconter des histoires qui, sans nous, ne sortiraient pas. Il y a peu d'espace où on a le temps, les moyens pour le faire, pour enquêter au long cours, etc. Et c'est vraiment précieux. Et là où je suis au Nouvel Obs, j'ai le temps de le faire et la liberté pour le faire. Et ça vaut tout l'or du monde. Et par ailleurs, la volonté, l'ambition de faire un journalisme d'impact qui a aussi des conséquences. On a parlé des conséquences politiques qui sont que je mesure pas du tout, et puis c'est pas du tout mon champ d'action, mais en l'occurrence, il y a des conséquences judiciaires. Il y a une enquête du parquet national financier qui est ouverte depuis 1 an, qui était jusqu'ici secrète. Là, il y a eu 40 gendarmes de la section de recherche qui ont été mobilisés dans le département pour perquisitionner la mairie, le domicile de David Rachlin, les établissements de plusieurs dirigeants économiques, dont Alexandre Barbero. Enfin, en fait, là, on se dit que c'est assez rare de réussir à avoir un impact au niveau judiciaire, d'avoir des préliminaires qui sont ouvertes, etc. Il est important, cet impact judiciaire. Oui, il est important. Il est important parce que ce qui se passe à Fréjus n'est pas
normale. C'est pas une situation. Il y a au-delà du côté romanesque, du côté parce qu'évidemment il y a un côté on a l'impression d'avoir une mafia calabraise ou de lire un truc sur la Corse avec c'est pas drôle. Ça a de vraies conséquences. Ça raconte aussi un scandale d'État avec un désengagement des services de l'État en disant mais comment ils ont pu jusqu'ici laisser prospérer un tel système. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pour la première fois, j'ai collecté des preuves. J'ai aussi, on n'a pas parlé, mais des enregistrements. Ce qui me permet d'écrire ce livre, c'est que j'ai aussi des enregistrements sur lesquels on entend David Rachlin parler de l'argent liquide. Donc, j'attendrai d'aller jusqu'à ces preuves-là pour me dire, OK, on publie, on sort, parce qu'en fait, je peux aller, j'entends David Rachlin dire, parler de l'argent qu'on déplace. Donc à ce moment-là, je sais que je peux l'écrire. Mais il n'empêche que c'est que tout le monde savait au niveau du département qu'il y avait un souci. Toutes les personnes à qui j'en parlais savaient, c'était un secret de polichinelle. Et à partir de là, pourquoi il s'est rien passé avant ça, c'est quelque chose sur lequel je continue à travailler. J'ai compris certaines choses depuis, notamment le manque de moyens de la justice, le manque d'enquêteurs pour faire ce travail-là, le fait qu'il fallait une conjonction de volonté à tous les niveaux, au niveau du parquet, au niveau un service d'enquête motivé, etc., et que ça arrivait pas très souvent. Mais aujourd'hui encore, eux, ils nient tout en bloc. C'est-à-dire qu'il est protégé par les cadres du Rassemblement national. Vous êtes attaqué en justice. Oui, j'ai 4 plaintes pour diffamation par Alexandre Barbero, David Rachlin, Brigitte Lancine, l'adjointe au logement, et Teddy Mamry, un des dirigeants de la police municipale. Donc encore une fois, c'est quand même pas rien. Vous allez devoir faire face à des procès. Eux, ils se défendent mordicus, alors que vous avez... Ce qui est par ailleurs totalement leur droit. Et David Rachlin a aussi fait voter, il en a le droit. C'est leur droit, on peut aussi de dire que c'est des procès bâillons qui visent quand même à faire pression sur le journalisme. Tout à fait. Le but est de me convaincre, je pense, de ne pas aller plus loin, ce qui n'a pas du tout eu cet effet-là, parce qu'on s'en empoche et je pense que c'est important de continuer à raconter cette histoire qui dit beaucoup plus que juste la question de Fréjus. Mais après, oui, c'est leur droit de porter plainte. David Rachlin nie, mais aujourd'hui, il est quand même plutôt lâché par le Rassemblement national. Alors, ils sont dans une position ambiguë. Ils n'ont pas enlevé sa vice-présidence. Publiquement, ils l'ont toujours soutenu, mais les dernières déclarations de Marine Le Pen étaient quand même beaucoup plus mesurées. Et surtout, on a tous noté, les journalistes qui suivent beaucoup ces questions-là, qu'ils n'avaient pas mis un pied à Fréjus pendant toute la campagne des européennes. David Rachlin n'a non plus jamais été au premier rang d'aucune grande manifestation politique depuis l'apparition du livre. Il s'est évaporé. Il est quand même censé être numéro 2 ou 3 du parti. Il en est toujours le vice-président et on ne le voit nulle part. On l'a aperçu très brièvement à l'enterrement de Jean-Marie Le Pen, à la cérémonie d'hommage à Paris, mais sinon il a disparu, ce qui signe quand même une prise de distance politique, parce que je pense qu'ils ont conscience de l'embarras et des soucis que ça peut leur causer. Et la question qu'on se pose, c'est que maintenant qu'il y a des suites judiciaires, selon vous, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux éléments? Est-ce qu'il y a un tome 2 des Rapaces potentiellement qui peut sortir? Alors, sur l'aspect judiciaire, moi je suis une grande impatiente qui se soigne, donc j'essaye de comprendre que le temps journalistique n'est pas le temps judiciaire et que le temps judiciaire est vraiment plus long. Là, ça faisait donc 1 an que le PNF, Parquet national financier, travaillait en secret sans rien dire. Ils viennent de faire une énorme perquisition où ils ont collecté tout un tas de documents, de disques durs, de téléphones. Il faut tout analyser. Il y a une source judiciaire qui me racontait que ça pouvait prendre 1 an rien que pour analyser les documents d'une perquisition. Ça dépend aussi de l'engorgement. Est-ce qu'ils traitent d'autres affaires en même temps? La brigade de Marseille, de recherche de Marseille, c'est ceux qui s'occupent aussi de la DZ Mafia, par exemple. Donc, on voit qu'on est sur des services qui sont extrêmement sollicités. Donc là, il faut attendre. Et moi, c'est plus de mon ressort. Je peux raconter quand il se passe des choses, mais c'est vraiment quelque chose qui est qui se fait en parallèle et de façon complètement décorrélée de mon travail d'enquête. En revanche, moi, me concernant, j'avais pas saisi au moment du livre à quel point je mettais le doigt sur quelque chose qui était aussi systémique au niveau du département, c'est-à-dire l'ampleur du système corruptif, tout ce qui se passe avec le BTP. Ça dépasse de loin la question de David Rachlin, et ça serait très malhonnête de dire que c'est que lui qui est dans cette situation-là. Il se trouve qu'il y a un problème de corruption dans le département du Var qui est très important. On parle beaucoup des grands élus, des ministres, des députés qui recevraient des pots de vin ou qui seraient
la cible des lobbyistes, etc. On parle assez peu de la corruption des élus locaux, alors que c'est facile de corrompre un élu local, un maire, parce que ils ont quand même la main sur le PLU, l'urbanisme, la construction, ils ont les permis de construire. Enfin, donc ça crée une proximité et plein de pistes possibles pour des systèmes corruptifs. Et donc c'est surtout là-dessus que j'ai envie de travailler. Et surtout j'ai reçu des dizaines, voire une centaine, je pense, parce que ma boîte mail croule de témoignages de personnes dans le département qui n'en peuvent plus de ce système-là. Donc je les remercie. Et ça me permet de continuer à creuser. Donc ce sera pas les Rapaces 2, mais ça sera peut-être quelque chose sur la corruption ou le monde du BTP. Enfin voilà. En tout cas, je vais pas m'arrêter. En tout cas, vous enquêtez aujourd'hui au Nouvel Obs. Auparavant, vous étiez à l'Express. Vous avez, on l'a dit, on finit sur le début de l'interview, je dis vous avez été attaqué au moment où on vous traite même de militante d'extrême gauche, vous êtes à l'Express, qui est quand même pas un journal marqué à gauche, je pense qu'on peut ne pas dire ça. Non, clairement pas. Et vous allez, on l'a dit, susciter cette colère parce qu'en fait, vous enquêtez, vous avez des faits, c'est pas seulement une analyse politique de ce parti-là, c'est vraiment je fais même aucune analyse, hein. Moi, je suis vraiment attachée à un journaliste de terrain, un journaliste de faits. Donc, je vais chercher les preuves et je raconte des histoires. Après, le lecteur, il en tire sa conclusion, il en tire son analyse et c'est pas mon rôle. Il y en a qui font ça, y compris au Nouvel Obs, on a des éditorialistes de talent, on a des personnes qui vont produire de l'analyse. Moi, je produis de l'enquête. Oui, c'est votre travail. Et pas d'analyse. En tout cas, vous enquêtez depuis longtemps sur l'extrême droite. Et là, récemment, vous avez produit une autre enquête dont, là encore, j'aimerais parler parce que il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas tant d'enquêtes que ça sur l'extrême droite en France. D'ailleurs, de manière générale, il n'y a pas tant d'enquêtes que ça tout court, parce que c'est très compliqué à financer. C'est quelque chose à Brest. C'est particulièrement coûteux. C'est difficile en tant que journaliste de trouver un endroit où on va vous laisser enquêter. Là, vous en avez produit une autre pour le Nouvel Obs, qui est dans la continuité de celle qui avait été effectuée par l'Humanité sur le projet Périclès de Pierre-Édouard Stérin, qui, pour moi, est quand même lié à tout ça, c'est cette idée de montée en puissance de l'extrême droite en France et en l'occurrence d'une montée orchestrée, pensée par certains milliardaires, dont Pierre-Édouard Stérin, qui est donc un homme fortuné qui a pour projet de faire triompher l'extrême droite en France. De faire triompher ses idées, donc on va dire ultra conservateur sur le sociétal et ultra libéral sur l'économie. Quand on dit ultra conservateur, il faut peut-être préciser qu'on est il est anti-IVG, il est anti-mariage pour tous. C'est quelqu'un de très conservateur, réactionnaire. C'est ce qu'on avait mis en titre, je crois, du Nouvel Obs. Oui, c'est pas évident d'avoir des journaux qui nous soutiennent. Moi, j'avais déjà, pareil, commencé à travailler sur Pierre-Édouard Stérin il y a 3 ans quand j'étais à l'Express. Je crois qu'à l'époque, je suis la première à raconter qu'il a justement des ambitions politiques et que ce milliardaire inconnu qui a développé et vendu Smartbox, que personne connaît en France, fait passer des castings à des dirigeants politiques pour essayer de trouver un champion sur lequel miser. Depuis, il a un peu changé les stratégies. Il s'est pas mal développé. Il a créé une structure, donc Périclès, dans laquelle faire grandir des projets qui soutiennent ses idées, et il assume désormais publiquement de mettre sa richesse, en tout cas une grande partie de sa fortune, dans ses idées, dans le fait de faire gagner ses idées, de construire un peu comme Vincent Bolloré aussi, un climat favorable à l'arrivée en France de ces idées. Moi, je pense que c'est important d'enquêter sur... parce qu'il voulait pas que ça sorte. Hein. Il voulait pas que ça sorte, et puis après il dit mais si, franchement j'assumais. Et la vérité, c'est qu'il voulait pas que ça sorte, que l'Humanité l'a quand même beaucoup dérangé en publiant avec beaucoup de documents à l'appui, donc difficilement contestable son plan. Nous, on a aussi, avec Lucas Burel, avec lequel j'ai fait cette enquête, vraiment travaillé sur la réalité derrière la fiction, parce que Pierre-Édouard Stérin, c'est un homme qui annonce beaucoup de choses. Il annonce mettre beaucoup de millions d'euros, notamment sur cette question, 150 en 10 ans. L'année dernière, il dit qu'en 2024, il a mis 10 millions, qu'il mettra 20 millions en 2025, cette année. On n'en a pas vraiment trouvé la trace. On a trouvé sur les projets qui sont annoncés, qui sont sortis, d'autres qui étaient secrets qu'on a réussi à mettre en avant. On a trouvé quelques centaines de milliers d'euros, mais pas plus. Donc ça veut dire qu'il reste 2 options. La première, c'est il bluffe.
Il annonce financer beaucoup plus que ce qu'il finance réellement. C'est possible dans le monde des affaires. Il y a quand même une prime au fait d'annoncer beaucoup et finalement d'être beaucoup moins disant. Ou alors, il y a de gros projets qui n'ont pas vocation à être publics, qu'il veut faire avancer. Et dans ce cas-là, il choisit la discrétion, le secret. Dans tous les cas, ça pose un problème de transparence. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était important de travailler sur le sujet. On continue ici à mettre en lumière et en valeur le travail d'enquête parce qu'on pense que c'est un pilier de la démocratie. Donc je rappelle que votre livre Les Rapaces est disponible aux éditions Proche en Poche. Merci beaucoup Camille Vigonne-Lecoître d'être avec nous, d'être venue avec nous sur le plateau de Blast. Merci d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager autour de vous si c'est le cas, à la liker ou à la commenter. Je vous rappelle, comme toujours qu'à Blast, nous sommes un média indépendant. Nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.